Hello et salut, le magazine vraiment design, très déco, absolument mode et terriblement chic, c'est version française et c'est maintenant. Baguette plus beurre plus jambon, ça donne le sandwich le plus connu de France, le jambon beurre bien sûr, focus alléchant. Pas de chichi dans le monde de Christian Gion, mais de la couleur et des belles lignes, portrait d'un homme multitalent. Au cœur de Paris, capitale multiculturelle, on trouve aussi des adresses british. Préparer les scones et le thé, c'est repérage. Des créations en relief ou en creux, mais toujours multicolores, ce sont les œuvres de papier de Maud Ventour. Mais tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Ma plante, mon bonheur est un véritable guide online pour amateurs botanistes. Rempli d'idées de sortie, de DIY, de bons plans beauté, ce site est aussi un véritable guide qui répertorie et informe sur tout un tas de plantes d'intérieur comme extérieur. Alors on laisse tomber notre élevage d'impérissables cactus et on se lance dans la culture de bromélias. La Cité radieuse, le Corbusier ou encore la Maison du Fada. Autant de noms pour décrire la cité marseillaise de l'architecte Le Corbusier. Appartements, hôtels et gymnases se regroupent sous le même toit pour former une véritable ville dans la ville. Ce Rubik's Cube surpiloté vaut le coup d'œil. Quand un ingénieur papier rencontre une illustratrice coloriste, ça donne Panic City. Arnaud Sellerier et Hélène Georges créent ce livre pop-up jeunesse qui invite petits et grands à mettre la main à la pâte à travers pliage, collage et coloriage. Une fois construit, votre enfant pourra même s'en servir d'aire de jeu ludique. Vous connaissez les nœuds papillons en bois, en métal, en plastique? Connaissez-vous le nœud papillon pour soutien-gorge? Grâce à l'ingénieuse idée de Le Beau Paris, plus besoin de choisir entre mode et lingerie, car cet ingénieux système camoufle les agrafes disgracieuses des soutiens-gorge. Ça donne envie de tourner le dos, non? Il fait craquer les Parisiens et pas seulement. Le jambon beurre n'a plus à faire sa réputation. Recette ancestrale ou version revisitée au piment d'Espelette, il va falloir choisir votre camp. 3, 2, 1, régalez-vous. Le jambon beurre, le Paris beurre ou encore le parisien est né à la fin du 19e siècle dans le quartier des Halles à Paris. Ce sandwich hyper protéiné, apprécié des ouvriers, a su séduire la bourgeoisie française dans les années 20 grâce à l'arrivée de la baguette. Dès lors, le jambon beurre se démocratise et se fait une place dans la cuisine de comptoir. Et c'est sur le comptoir de ce bistrot parisien que nous retrouvons le jambon beurre. À l'heure du déjeuner, les clients font la queue pour le déguster, et ça depuis plus de 50 ans. Le jambon beurre, c'est un petit monument de la gastronomie française. C'est un classique des comptoirs depuis de très nombreuses années. Un basique que Sophie maîtrise à merveille. Derrière son comptoir, elle enchaîne les commandes. Couper le pain, étaler le beurre, mettre le jambon. Ces gestes se répètent pour le plus grand bonheur des clients venus ici déguster l'un des meilleurs jambons beurre de Paris. Mais alors, quel est le secret d'un bon jambon beurre? Il faut d'abord une bonne baguette, s'il vous plaît. Voilà ce que c'est qu'une baguette. Ensuite, il faut un très beau beurre à la motte. Un beurre de Normandie qui est riche, qui est bon. Il faut ensuite un très bon jambon à l'os. Et puis un dernier ingrédient, c'est la générosité. Voilà. Si certains sont très à cheval sur cette recette classique qui n'a pas changé depuis des années, d'autres sont bien décidés à lui redonner un petit coup de jeune. Stéphane est cofondateur du restaurant Jambon Beurre à Paris. Le concept, revisiter ce grand classique. Le jambon beurre, c'est le produit snacking le plus vendu. Ça représente plus de la moitié des sandwichs vendus en France. Donc on s'est aussi rendu compte que c'était un produit qui était peu travaillé et qu'il y avait encore pas mal de choses à faire. C'est la raison pour laquelle on a souhaité se positionner sur ce marché en proposant un jambon beurre de qualité, avec des produits d'exception et surtout des recettes qui évoluent selon les saisons. Pour revisiter le jambon beurre, Stéphane et son associé ont dû sélectionner leurs ingrédients avec minutie. La baguette vient de la boulangerie Gosselin. Pour le beurre, ils ont choisi la maison Bordier. Le beurre Bordier, c'est un beurre de baratte, c'est aussi un beurre moulé à la main. On a fait ce choix parce que surtout on voulait un produit de qualité et artisanal. Ce qu'on a recherché aussi, c'est le goût. Et le beurre Bordier nous amène beaucoup de saveurs grâce aux parfums qu'ils associent. On retrouve le piment d'Espelette, le yuzu, le sarrasin, les herbes de Provence et encore beaucoup d'autres saveurs. Grâce à ces différents produits, le traditionnel sandwich peut prendre des saveurs de vanille de Madagascar ou encore de yuzu.
Pour le jambon, Stéphane a choisi la maison Prince de Paris, un authentique jambon parisien fabriqué au cœur de la capitale. On est sur un jambon artisanal, piqué à la main, très peu d'eau à l'intérieur, une jolie couleur, du goût, et c'est vraiment ce qu'on peut faire de mieux sur un jambon de Paris. Pour revisiter le jambon beurre, il ne travaille pas que du cochon. Au jambon beurre, on travaille le jambon de cochon, mais on travaille aussi le jambon sous toutes ses formes. Il faut évidemment plaire au plus grand nombre. On a fait le choix d'avoir aussi des jambons de bœuf, de temps en temps du pastrami de canard. Grâce à ces divers ingrédients, le restaurant propose une douzaine de jambons beurre. La carte change 4 fois par an afin de pouvoir travailler des produits de saison. Le chef nous livre sa recette du sandwich du moment, le jambon beurre au piment d'Espelette. Pour cela, il faut une bonne baguette fraîche, du beurre bordier au piment d'Espelette. Au niveau du beurre, on en met quand même une certaine quantité. Il est important que le beurre soit présent lors de la dégustation. C'est primordial parce que c'est un des éléments clés d'un jambon beurre. Quelques tranches de jambon de Paris fumé. Le but, c'est d'avoir une tranche de jambon qui n'est pas trop fine non plus. On va rechercher un peu de mâche lors de la dégustation. Et il ne reste plus qu'à déguster. Aujourd'hui, le jambon beurre représente un peu plus de la moitié des sandwichs vendus en France. Ces 25 cm de baguettes fraîches garnies de beurre et de jambon ne sont pas prêtes de se faire remplacer. Rencontre aujourd'hui avec un designer fervent militant anti-nouvelle technologie mais qui n'a rien de dépassé, c'est Christian Gion. Un style épuré, ludique, aux accents néo-californiens et qui met en avant la matière. C'est une figure incontournable du design français et international. Une figure atypique entre passion et curiosité, entre force et fragilité. Diplômé à 28 ans en design, Christian Gion esquisse aujourd'hui en toute liberté objets, mobilier, vases, bijoux et accessoires pour de grandes enseignes. Mais outre le design, l'homme est touche à tout. Il s'adonne par exemple à l'architecture d'intérieur, la scénographie, l'organisation d'événements et pas que. Il va même vous surprendre avec son travail de la terre. Nous avons pris rendez-vous dans son atelier parisien et il nous accueille pour une petite visite guidée. Voilà, c'est un atelier qui fait une centaine de mètres carrés, dans lequel il y a un bric-à-brac, c'est-à-dire qu'il y a des choses en cours, des choses déjà réalisées, stockées plus ou moins. Par exemple, la pièce qui est là, c'est un canapé en rotin noir qui a été conçu pour une exposition à la Granville Galerie il y a quelques mois. Ça, c'est un restant de petits fauteuils que j'avais fait pour le bureau de Picasso. D'autres petites choses. Le tapis qui est au sol, par exemple, c'est aussi un tapis que j'ai imaginé pour la Granville Galerie. Et puis, il y a des choses qui traînent. Ici, ça, c'est un canapé qui date d'il y a un petit moment, qui était fait pour une maison française. Et c'est ici, dans ce studio de création, véritable caverne d'Ali Baba du design, que Christian expérimente. Mais tu vois, ici, je dirais, il y a un grand champ ouvert. C'est-à-dire que je crois que rien ne me fait peur. En fait, mon métier, il est multiple et c'est ce qui m'intéresse dans ce métier, c'est que les choses sont pratiquement jamais les mêmes. Il n'y a pas de routine. Ça veut dire que j'ai travaillé sur des bijoux, j'ai travaillé sur des salles de bain, j'ai travaillé sur des vases, sur de la céramique, sur du verre, sur des couteaux, sur du mobilier. Je m'ennuie assez vite sur un sujet donné, donc j'ai besoin de changer de sujet ou de propos. Mais alors, une journée normale pour Christian Gion, ça ressemble à quoi? Une journée de Christian Gion, d'abord, c'est, j'ai envie de dire, je commence quand j'en ai envie. C'est-à-dire que j'ai la chance de travailler de façon totalement libre. Et puis, c'est aussi des découvertes à travers des bouquins, à travers des magazines, à travers le net, d'univers différents. Ça me laisse beaucoup de temps pour penser, pour dessiner. J'ai presque envie de dire pour rêver, quelquefois même. Et pour que ces rêves prennent forme et deviennent réalité, au départ, toujours le même geste, un simple coup de crayon. Un dessin, c'est d'abord une idée. Ensuite, on peut passer à la phase 2 en travaillant des images 3D, mais je crois qu'il y a d'abord une réflexion à mener, je dirais, avec le crayon et avec le cerveau. Et comme promis, l'homme manie aussi avec dextérité la terre. Je me suis lancé il y a quelques années, après avoir pris quelques cours
Pour connaître les bases, j'ai commencé à travailler un petit peu la terre et c'est quelque chose que j'adore, à la fois parce que ça me détend et puis parce que ça me permet de faire ce que je veux, voilà, sans contrainte de temps ou d'impératif quel qu'il soit. Voilà, là je suis en train de finaliser un vase qui a séché, donc il est vraiment à son étape finale. Et pendant que le vase sèche, aujourd'hui, le designer a rendez-vous au Mobilier National. Un lieu qu'il connaît bien puisque l'institution a fait appel à ses services pour concevoir un bureau de ministre. Alors, le travail de Christian Gion, pour moi, s'inscrit très exactement dans ce que nous voulons promouvoir. C'est-à-dire qu'il a travaillé sur la fibre de carbone, des objets extrêmement contemporains, extrêmement modernes, dans une institution vieille de plus de 3 siècles. Et ce dialogue entre modernité et tradition, entre des savoir-faire anciens, mais également cette maîtrise de la technologie la plus moderne, c'est très exactement le visage qui est le plus représentatif de cette institution qu'est le Mobilier National. Du Mobilier National aux expositions, en passant par les musées, le travail de Christian Gion continue de voyager et de prendre forme. Avec ses multiples prix et distinctions, ce chevalier des arts et des lettres va pouvoir encore longtemps faire vivre sa passion et son sens des volumes. Bonjour Christian. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Vous dites de vous-même que vous êtes un designer réactionnaire. Je refuse de m'inscrire dans ce que certains appelleraient la branchitude, l'avenir ou les nouvelles technologies. Ça veut dire que mon travail est complètement basé sur, je dirais, le travail passé. Je pense qu'on ne peut pas faire un travail contemporain sans se référer au passé, à l'histoire, etc. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, parce que je rêve que de projets où les choses seraient extrêmement réduites à l'essentiel, des choses hyper simples, où on appuie sur un bouton on-off, plus, moins. Voilà, je veux vraiment me débarrasser de tout ce qui arrive aujourd'hui. Je ne suis pas inscrit sur les réseaux sociaux, je ne les aime pas et je n'ai pas du tout l'intention de le faire d'ailleurs. Vous avez dit que votre style, c'est justement de ne pas avoir de style. Comment on peut expliquer ça? Alors là aussi, ça fait partie, je dirais, de mon côté designer réactionnaire. Ouais. Ça veut dire que je considère que beaucoup trop de gens qui font mon métier, ou aujourd'hui même des architectes d'intérieur ou des architectes tout court, ont tendance à venir poser un objet sans tenir compte de la réalité, je dirais, géographique, historique, culturelle. Et je trouve ça dommage, c'est-à-dire que je ne peux pas concevoir un projet, que ce soit un projet domestique ou un projet à une autre échelle, sans tenir compte de la situation dans laquelle je m'inscris. Ça veut dire de l'environnement culturel, géographique, économique, ça me paraît essentiel. Alors justement, vous travaillez pour beaucoup de maisons françaises, que ce soit Dôme, Laïol, Dior ou le Mobilier National. Pour toutes ces maisons, est-ce que vous vous plongez vraiment dans l'histoire, dans le savoir-faire des artisans avant d'aborder cette maison? Alors, quand je travaille pour des grandes maisons françaises, celles que vous venez de citer, je fais le même boulot, c'est-à-dire que je m'inscris complètement dans une espèce de continuité historique de la marque. J'essaie simplement d'apporter un peu de fraîcheur et de nettoyer les choses, encore une fois, de faire en sorte que un produit qui pourrait au départ sembler classique devienne un produit contemporain, en faisant toujours attention de ne pas déborder justement, en tous les cas en ce qui concerne toutes ces grandes maisons. Pour le Mobilier National, c'est un peu différent, puisque j'ai la chance, et là je ne suis pas face à un éditeur, c'est-à-dire que je ne suis pas là pour accompagner un projet dont l'objectif est de vendre des choses à la fin. J'ai une liberté totale, et au Mobilier National, je peux du coup me projeter dans une espèce de fantasme personnel ou d'avenir. Alors, on va revenir un tout petit peu en arrière. Après 5 ans de droit, un passage éclair à l'école de Louvre, vous avez décidé de vous présenter à l'école d'architecture en section création de mobilier. Et vous étiez avec 3 dessins devant le directeur. Ensuite, il s'est passé quoi? Alors, c'est vrai que quand j'ai tenté de m'inscrire dans cette formation post-diplôme d'architecte, à l'école d'architecture de Charenton, je me suis retrouvé face au directeur qui, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes d'entretien, m'a dit que c'était un petit peu faiblard et grosso modo, je n'avais pas le niveau pour rentrer à l'école. Et au final, il m'a dit, bon, apparemment, ça colle pas, mais est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je lui ai dit, si vous me prenez, je vais vous faire sauter vos PV. Voilà. Et il m'a dit, ok, ben, ça me va très bien, donc il m'a pris à l'école. Voilà. Il va de soi que... Drôle de démarche. Ouais, mais je crois que ce qui l'a amusé, et c'est devenu un de mes meilleurs amis aujourd'hui, c'était cette espèce de provocation. Il m'a jamais demandé, bien sûr, de faire sauter un PV. Et au fil du temps, j'ai beaucoup évolué dans cette école, puisque j'étais
Vous avez enseigné ensuite? Bien sûr, j'étais entre guillemets le vilain petit canard de l'école, puisque je n'avais pas forcément le même niveau que les autres. Très rapidement, je suis devenu un bon élève, voire un très bon élève. Et puis, au fil du temps, je suis devenu prof dans cette école, et j'ai même terminé, avant que l'école cesse son activité, directeur adjoint de l'école. Il y a eu un projet assez marquant dans votre carrière, c'était le plus grand mur d'eau d'Europe à Aix-en-Provence. Comment vous l'avez abordé? J'étais face à deux géants de l'architecture, et contre toute attente, j'ai été lauréat, mais en fait, je crois avoir... Il y a un moment où j'ai pensé que j'avais la bonne idée, et la bonne idée, c'était de me référer à la devise d'Aix-en-Provence, qui dit « Aix, ville d'eau, ville d'art ». Je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose qui soit à la fois artistique et qui corrobore à cette histoire d'eau. Et en fait, dans Aix-en-Provence, il y a des centaines, peut-être même des milliers de fontaines, si on considère les toutes petites fontaines. Et je me suis dit que là encore, je devais m'inscrire dans l'histoire d'Aix-en-Provence, dans la continuité. Et en fait, plutôt que de venir décorer ce mur, que ce soit par une intervention plastique, que ça soit à travers quelque chose de végétal ou de minéral, j'ai proposé simplement de faire couler de l'eau en permanence sur le mur. Christian, dans 10 ans, vous vous voyez où? Dans 10 ans, j'aurais arrêté de travailler, ça c'est sûr, parce que je veux prendre le temps de voyager et de me poser aussi. Je me vois assez bien à Los Angeles, qui est la deuxième ville que j'adore après Paris. Voilà, j'ai épousé une femme qui est américaine, enfin franco-américaine. Et on a une espèce de passion pour Los Angeles, donc j'ai envie de vivre à Los Angeles. Avec un peu de chance, j'adorerais pouvoir acheter une maison d'un grand architecte comme Neutra ou un autre. Voilà, et de vivre dans une maison, en tous les cas, où, encore une fois, la domotique est absente. Pas besoin d'être branché tout le temps avec le reste du monde et à travers un téléphone, à travers des écrans, ça ne me passionne pas du tout. Merci Christian. Merci à vous. Les Anglais débarquent. On arpente aujourd'hui les chemins So British de la capitale pour découvrir quelques adresses lifestyle qui vous feront voyager sans avoir à traverser la Manche. Let's go! Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré en quête d'un Paris à l'anglaise. Alors préparez-vous à déguster du fish and chips en bouquinant du Shakespeare, le tout dans un jardin à l'anglaise. Notre première adresse se situe à 2 pas des grands boulevards, où 2 passionnés du fish and chips ont ouvert un restaurant dédié à cette spécialité britannique. L'Angleterre, pas vraiment connue pour ses mets culinaires, cache toutefois quelques recettes à succès. C'est le cas du fish and chips, traditionnel plat de la restauration rapide en Grande-Bretagne, à savourer sur le pouce ou à table. L'idée, elle m'est venue il y a une dizaine d'années en fait, où j'habitais sur Manchester avec mon associé et avec l'habitude qu'on avait d'aller régulièrement dans les fish and chips, on s'est dit qu'un jour en France, on devrait tenter cette expérience, étant donné qu'il n'y en avait pas. Au menu, du poisson enrobé dans une panure croustillante et servi accompagné de frites ou d'une purée de petits pois parfumés à la menthe et d'une sauce tartare. La clé du succès, du poisson frais livré chaque jour. L'enseigne a toutefois apporté une pointe d'originalité en proposant quelques recettes revisitées. Pour ne pas rester sur un monoproduit, on a décidé d'ouvrir un petit peu, d'étendre notre carte. On propose donc le poisson sous forme de burger ou de hot dog. Et on fait également des calamars, des oignons frits, ainsi que des pop-corns de crevettes. Le tout est à déguster dans une ambiance so british. Ici, 85% de la clientèle est française, mais les touristes anglais sont également nombreux à se rendre dans ce restaurant, histoire de retrouver les saveurs de ce plat typique venu tout droit de chez eux. Direction maintenant la célèbre librairie anglaise W.H. Smith, située en face du Jardin des Tuileries. Implantée à Paris depuis 1903, elle attire aussi bien des Anglais de passage ou résidant dans la capitale que des Français friands de la culture anglaise. L'enseigne compte pas moins de 90 000 ouvrages, grands classiques, revues internationales ou livres pour enfants, il y en a pour tous les goûts. Et certaines œuvres semblent avoir un peu plus de succès. Il y a Harry Potter qui a beaucoup de succès depuis très longtemps en fait. On fait les soirées Harry Potter. Il y a 200 personnes à chaque fois qui viennent, on fait ça dans le salon de thé. On fait décorer les gâteaux, on fait tout un thème, les quiz. Et comme il n'y a rien de mieux que de bouquiner tout en dégustant une petite tasse de Earl Grey, la librairie a ouvert un salon de thé. Résultat, un tiers du premier étage est consacré aux spécialités culinaires anglaises. On a commencé à introduire beaucoup de produits qui viennent de l'Angleterre,
comme la crème pour faire les scones, l'afternoon tea, des choses comme ça. Donc vraiment, c'est un endroit de soit découvrir, soit de redécouvrir la culture anglaise. Et pour les parents qui souhaitent voir leur progéniture maîtriser la langue de Shakespeare, des ateliers sont organisés tous les mercredis au sein même de la librairie. Après cette halte culturelle, partons prendre l'air, cette fois dans le 14e arrondissement et plus précisément dans le parc Montsouris. Ce jardin fut imaginé sous le Second Empire à l'initiative de Napoléon III. L'objectif, offrir aux Parisiens des espaces verts à l'image des parcs et des jardins londoniens. Loin des allées symétriques des jardins à la française, ici chemins sinueux, collines et végétation sauvage rythment le paysage. S'ajoutent à cela des statues dispersées sur l'ensemble du parc. Tous ces éléments font de ce lieu une véritable peinture vivante. Sans oublier le lac artificiel situé sur la partie basse du parc qui donne à ce lieu davantage de charme. Vous l'aurez compris, si le jardin à la française rime avec ordre et symétrie, ce n'est pas le cas du jardin à l'anglaise, qui cherche à imiter une nature et à en recréer les effets. Comme ces 3 adresses vous le prouvent, vous n'êtes pas obligé de traverser la Manche pour goûter aux spécialités anglaises. Le petit papier de Maud Ventoux en disent beaucoup. Coloré, découpé, assemblé, le tout avec une patience et un amour sans bornes. Le résultat des créations pop et graphiques qui montrent que tout vient à point, à qui sait attendre. Créer des œuvres avec des feuilles de papier colorées, quelle drôle d'idée! En volume, en couleur, superposés, les petits papiers de Maud Ventoux ont quelque chose d'intrigant, d'hypnotique même. J'ai débuté mon parcours artistique par une première année aux Beaux-Arts et ensuite j'ai bifurqué vers les arts appliqués, notamment l'école du Perret qui est spécialisée en textile et moi j'ai choisi une spécialité textile matériaux surface. Et au sortir de l'école, je me suis lancée directement en freelance et j'ai monté du coup mon propre studio. Certains choisissent la peinture, d'autres le dessin ou la sculpture. Maud, elle, préfère travailler le papier, uniquement le papier. Des papiers européens, des papiers japonais, chacun avec leurs particularités. Je travaille avec le papier parce que c'est une matière qui offre vraiment beaucoup de possibilités en termes de développement, de volume, de graphisme. Il y a beaucoup de gammes de papiers différents avec des grammages, des textures, des couleurs qui offrent vraiment une possibilité infinie de développement et de production. Ça, c'est des réalisations que j'appelle les triangles parce qu'elles sont composées d'énormément de morceaux de papier qui sont pliés, puis collés les uns à côté des autres pour créer vraiment un dégradé de couleurs en passant par le maximum de couleurs possibles, en allant du jaune vers le rouge, en passant par le violet, le vert, vers le noir, etc. Oui, parce que la couleur, c'est un peu la patte de Maud. Des couleurs vives, franches et joyeuses que l'on retrouve dans la plupart de ses œuvres. Une très belle gamme de couleurs peut vraiment changer la donne. Si je faisais tout en blanc, ce serait très beau. Le blanc est toujours très pur, ça fonctionne très bien, mais vraiment, la couleur porte une valeur ajoutée, selon moi. Et ensuite, c'est le papier et le volume en fait, que je peux lui donner. Ce qui fait qu'au final, on a des œuvres qui ont un certain volume, sur lesquelles je peux marquer plus ou moins les ombres et les lumières. Et c'est ça qui crée vraiment le côté un peu original, je dirais. Un côté original qui a séduit les plus grands, Annick Goutal, Guerlain, Yves Saint Laurent pour n'en citer que quelques-uns. Alors comment ça se passe la collaboration avec les marques? Il n'y a pas vraiment de règles en fait, chaque marque travaille d'une façon différente. Des fois c'est beaucoup plus libre, ça peut être une carte blanche et du coup une collaboration, comme j'ai fait pour Adidas ou pour Gap. Et des fois c'est vraiment orienté vers le produit, il y a un cadre avec un thème que je dois respecter et essayer de vraiment trouver l'idée la plus intéressante, la plus originale pour vraiment mettre en valeur le produit. Donc ça c'est une technique vraiment différente des triangles parce que ici c'est uniquement de la découpe. J'ai dessiné en amont un graphisme, celui-ci je l'ai dessiné à la main, que j'ai décomposé sous forme de couches avec des petits numéros. Et ensuite chaque numéro correspond à une couche de papier qu'il faut découper. Et le tout assemblé redonne ce graphisme mais en volume et en couleur. Et vous l'avez peut-être remarqué, mais aucun papier n'a été peint. Il y a une raison particulière à ça. J'utilise uniquement des papiers teints dans la masse. Ça veut dire que je ne les peins pas.
j'utilise vraiment ceux que les papetiers me proposent. Parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment que la surface soit colorée, mais également les tranches de papier. Ce qui fait que quand on regarde une œuvre sur le côté, on a tout ce caméléon de couleurs, et je le trouve aussi intéressant que vu de face. Ce qui fait que quand on va regarder là légèrement de profil, on va voir toutes ces stries de couleurs, toutes ces bandes de couleurs. Et bien voilà, tout s'explique. Désormais, les petits papiers de Maud n'ont plus aucun secret pour vous. Enfin presque. Version française est déjà finie, mais on se retrouve très vite et avec style. Bye!